nouvel épisode technique. Je suis accompagné de Charles et Félix. Comment allez-vous? Ouais, très bien, merci à toi. Très bien. Ouais, superbe, merci. Tous les deux, c'est la première fois que vous passez sur le podcast. Je vous demanderais de vous présenter pour qu'on ait une idée dans le fond, ça va donner un hint sur où on va s'en aller dans la conversation. Ok, donc je vais commencer. Donc moi c'est Charles Médé, je travaille à Sequoia dans l'équipe TDR, donc en Threat Detection and Research. Et en gros, je suis analyste de malware, donc je fais du reverse engineering principalement. Et Félix Aimé, dans l'équipe TDR également. Je suis un peu touche à tout dans cette équipe, mais principalement sur l'étude de campagnes associées à des États du type cyberespionnage, sabotage, etc. Et j'occupe aussi une part très importante dans la réalisation d'outils au sein de cette équipe pour mener nos investigations. Oui, et justement, on va parler du tooling, des outils qui sont utilisés. Vous avez publié un papier récemment qui en parle de un spécifiquement pour une campagne spécifique. Et c'est l'occasion de parler de qu'est-ce que le tooling de façon générale, ce que vous utilisez, comment vous le développez, qu'est-ce que vous faites à l'intérieur, qu'est-ce que vous partagez à l'extérieur, comment ça vient aider les analystes à faire leur travail, parce qu'on essaie d'automatiser. Et on va faire un croche vers la fin pour parler de tout ce qui est les améliorations que l'AI a données. Fait que je vous laisse commencer avec ça. Je peux commencer, si vous voulez, un petit peu sur la partie sur le blog post. C'est pour résumer un petit peu. En gros, c'était une campagne, on avait étudié une campagne donc d'APT28, un groupe étatique qui était lié qui est lié à la Russie. Et on avait, début 2025, on avait récupéré des malwares sur ce groupe et notamment un malware écrit en .NET. Et donc, on a commencé à utiliser, en termes de tooling, si on parle de tooling, des outils comme DanSpy, qui sont un peu le tooling à l'ancienne, où on a une interface graphique, on essaye de décompiler les outils et puis de petit à petit de relire, de lire les fonctions et de renommer, c'est de comprendre ce que ça fait petit à petit. C'est quelque chose qui ne nécessite pas forcément beaucoup de compétences, mis à part lire du code. Donc ça, c'est juste long. Et, euh, et donc en fait, en reversant ce truc-là, on s'est dit, tiens, quand même, avec l'arrivée de ChatGPT et tout ça, j'avais passé un peu tout mon temps à faire des copier-coller dans ChatGPT pour reverser le sample. Et voilà. Donc je me suis dit, tiens, je vais essayer d'automatiser tout ça. Et donc on a fait en fait, un serveur MCP pour automatiser un peu le reverse de tout ça, pour qu'il n'y ait plus besoin d'analyste à relire le code, en fait. Maintenant, on n'a plus besoin de cet outil-là d'outils comme DancePy pour y verser le .NET. Enfin, la plupart du temps, en tout cas, on n'a plus besoin. Donc, on utilise juste des trucs genre ChatGPT et puis de tout ce qui est automatisation derrière, les scripts d'automatisation pour essayer de reverser nos malwares en .NET. Et de façon plus globale, parce que là, tu as fait un regard sur le tooling spécifique pour cette campagne-là. Si on prend le pas de recul justement dans le grand paysage de ce que les outils vous utilisez et comment vous les mécanisez dans votre travail pour faciliter votre vie, c'est un peu ce que tu mentionnais pour cette campagne-là, mais c'est un peu ça. Puis sachant que les groupes malveillants se font un malin plaisir, on va dire ça comme ça, de rendre votre travail le plus difficile possible en offusquant le code, en mettant des clés d'encryption, en changeant les clés d'encryption au hasard, en faisant plein de choses. Donc, comment ce tooling-là se matérialise de façon plus globale? Alors, un premier élément de réponse, après je vais laisser peut-être Félix aller un peu plus dessus, mais le premier élément de réponse, c'est que du coup, l'outil là qu'on a mis en open source, en fait, c'est une brique d'un outil un peu plus grand qui s'appelle Sarah et qu'on va présenter à STIC, donc au mois de juin en France, à Rennes. Et en fait, Sarah, c'est un outil qu'on a en interne qui permet de reverser un peu tout type de malware. Donc, majoritairement via des serveurs MCP, en fait, qui vont permettre d'automatiser certaines choses. On rajoute aussi quelques autres passes on va dire, d'outils qui permettent de récupérer d'autres informations, ou à des outils un peu plus statiques. Donc, on a ce genre de truc pour reverse. En gros, ce que Savara va faire, c'est on lui envoie un fichier,
le LLM, donc l'IA, identifie quel est le type de fichier et quel outil il va utiliser pour analyser ce fichier. Donc on se base sur ce qu'on appelle des serveurs MCP, modèle contexte protocole. Donc c'est vraiment un protocole du style une API qui discute avec un LLM, plutôt un LLM utilise cette API pour discuter avec des outils. Et donc, on a nos différents outils de reverse, que ce soit du Ghidra ou juste des outils très simples en CLI, qui vont être taskés pour analyser le binaire, le sample qu'on aura soumis par le LLM. Et à la fin, alors c'est pas nous deux qui d'ailleurs avons développé Sarah, c'est un troisième analyste. Faut rendre un peu à César ce qui va à César. À la fin, Sarah vraiment produit un rapport avec qu'est-ce que fait le binaire, les différents layers d'obfuscation, des fois des scripts pour désobfusquer du code qu'il aura trop obfusqué, etc. Et aussi les angles morts de l'analyse, parce que des fois on est limité en token, on est limité en pass, etc., etc. Et à la fin, le rapport il dit bon voilà, désolé, mais on n'a pas pu analyser telle ou telle fonction. Si vous voulez les analyser, vous nous le dites. Mais sinon, voilà, on en reste là pour le rapport. Et ça a augmenté énormément la vitesse d'analyse évidemment des binaires, parce qu'avant c'était plutôt 1 à 3 semaines par binaire et par analyste. Aujourd'hui, on a réduit considérablement ce temps à quelques minutes, et ça permet aussi d'avoir une approche un peu reverse d'analystes qui au départ n'étaient pas forcément intéressés ou n'y arrivaient pas, intéressés par ce domaine, ou n'y arrivaient pas, n'avaient pas pris le temps vraiment de plonger un peu dans de l'analyse de code. Ça, c'est vraiment ce qu'a pu révéler Sarah. Et après, on a toujours nos analystes reverse, donc Charles et un deuxième, Robin, notamment dans notre petite équipe spécialisée dans le cyberespionnage, qui continuent, eux, à reverser, et à aider les analystes quand il y a toujours des questions en suspens sur certains codes. Voilà. C'est déjà une très bonne amélioration en termes de vitesse. C'est quand même spectaculaire de dire de plusieurs semaines à quelques minutes en termes de capacité. Les outils que vous utilisez, parce que Sarah est une plateforme d'orchestration, dans ce que j'en comprends, donc qui permet de descendre et donc de sortir des éléments intéressants. Les outils qui sont interpellés par Sarah, est-ce que c'est tous des outils disponibles sur le marché ou des outils que vous avez développés ou un mix des deux? C'est plutôt un mix des deux. Ouais, par exemple, on peut utiliser Ghidra ou IDEA Pro. On a des choses qui sont sur le marché, puis on a d'autres choses qui sont développées en interne, comme le sujet du blog post, c'est mon serveur MCP, Python MCP, mais du coup qui sont disponibles en open source. Mais la plupart des choses, c'est des choses qui sont quand même sur le marché. Mais voilà, qu'on a essayé de mettre une godue un peu autour de tout ça pour pouvoir automatiser leur utilisation. Et l'état de réflexion, quand on parle d'un outil que vous allez développer, donc vous avez votre chaîne de production avec des choses, puis vous avez frappé une limite, donc comme dans le blog post que tu mentionnes, vous avez frappé une limite, donc vous avez développé un cas spécifique. Qu'est-ce qui vous amène à mettre le temps nécessaire pour investir dans un développement d'outils versus faire le travail manuellement ou attendre? Il faut qu'il y ait un gain de temps entre le travail manuel et... En gros, c'est toujours, il y a un petit graphique, si je me souviens bien, XKCD ou autre, où on voit un développeur qui développe son tool pendant 10 mois alors qu'il aurait très bien pu faire le travail manuel pendant 10 ans et ça aurait duré 2 semaines, quoi. Il y a toujours ça. On essaie de prendre en compte, entre le travail manuel et l'automatique, est-ce que ça va vraiment nous faire gagner du temps, sachant qu'il y a aussi un biais de chaque développeur, c'est qu'on aime les applications qu'on développe, donc on essaie à chaque fois de les peaufiner. Et donc un projet qui aurait dû durer 1 à 2 semaines de développement, des fois s'étale malheureusement sur des mois. Ce qu'il faut savoir, c'est on essaie de voir, quand on a une idée d'outil, déjà si c'est intéressant. Parce que là, on parle d'outils pour automatiser, mais on a des outils pour faire de la corrélation, on a des outils pour faire du tracking, ça on pourra en reparler, on a tout un pipeline d'outils. Et on essaie vraiment de savoir si cette brique, elle apporte vraiment quelque chose au métier, ou si c'est déjà dupliqué, ou s'il y a déjà des services en ligne gratuits ou payants qui font déjà ça, et donc on peut y souscrire.
Là où ça va être intéressant, c'est qu'on a un outil qui vraiment nous permet d'aller plus loin que ce qu'on connaît et ce que des services font en ligne, voilà, pour être un peu en avance de phase par rapport à d'autres équipes en CTI. Et là, tu mentionnes que tu as des outils pour différentes facettes du processus d'analyse. Est-ce que tu peux détailler justement ces différents outils-là et leur ajout et les gains obtenus par chacun de ces types d'outils-là ou ces familles d'outils-là? Alors on peut commencer, on va commencer un peu dans l'ordre chronologique. Moi, quand je suis arrivé, il y avait un serveur de cache, si je me souviens bien, qui était un serveur Cortex. Il y avait, je pense, pas grand-chose d'autre qui équipait TDR. Donc l'idée d'un serveur de cache, c'était tout simplement d'être connecté à d'autres API de type VirusTotal ou d'autres services en ligne et de limiter en fait les quotas en cachant tout simplement les réponses. Quand je suis arrivé, il y avait que ça, et là j'ai décidé de changer. Cortex était trop compliqué, était pas assez adapté. Là aussi, faut essayer de se limiter dans la complexité des outils, juste pour que tout le monde puisse les adopter et aussi apporter un peu leurs touches, des modules, etc., etc. Donc on a développé un autre serveur de cache qui permettait en fait de requêter les API du type VirusTotal, Sensi, Shodan ou autre, en regardant tout simplement la documentation des API respectives. Mais la plus-value de ce serveur, c'était qu'on n'avait juste pas besoin de mettre des clés d'API soit dans les URL ou soit dans les headers. Donc c'était totalement, on va dire, transparent pour l'analyste. Si vous voulez créer un outil en local ou autre, il avait juste à utiliser ce serveur, et tout ce qui était management des clés, etc., c'était fait au sein du serveur, et la mise en cache des réponses, ce qui permettait déjà à tout le monde un peu de développer leurs petits outils. Suite à ça, on a mis aussi en place d'autres API. Donc là, on a construit quand même un gros écosystème d'API, des API qui permettaient de faire ce qu'on fait généralement, ce qu'on faisait en command line, c'est-à-dire des requêtes DNS, récupérer des plages d'IP sur des AS, etc., etc. Vraiment pour pouvoir ensuite commencer à faire une espèce d'interface unifiée. Là, notre choix s'était porté sur Maltego, c'est-à-dire que Maltego, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel, on va dire, d'analyse, et on peut appliquer ce qu'on appelle des micro-opérations, c'est-à-dire qu'on a une adresse IP, et on veut savoir quel domaine ont résolu cette adresse IP. Eh bien, on applique une micro-opération qui s'appelle détransform, où on fait un clic droit, on donne-moi les noms de domaine associés à cette adresse IP. Et donc, on a créé 150 transforms qui permettaient de requêter donc via ce système de cache du VirusTotal, nos propres API, etc., etc. Et ça servait vraiment à l'enrichissement et à un début, on va dire, d'analyse. Une fois qu'on avait trouvé des codes malveillants, des infrastructures ou autres, là l'idée c'est de pouvoir les suivre dans le temps. Pour ceux qui connaissent pas, Sequoia, on a toute une base de threat intel avec des IOC, etc. mis à jour, et il faut bien récupérer les dernières adresses IP d'un groupe cybercriminel ou les derniers noms de domaine. Et ça a été toute un aspect qu'on peut appeler du tracking, où là on a créé aussi nos applications. On a créé des applications, notamment une qui s'appelle Tracker. Ça porte bien son nom. Typiquement, ça va requêter là aussi du Sensi, Shodan, VirusTotal et une myriade d'autres services avec des règles bien précises, et ça va nous permettre de suivre, on va dire, en live des infrastructures ou voire même des codes malveillants. On a une autre application qui s'appelle Irma, un peu comme une voyante. Cette fois-ci, c'est quand on veut traquer des choses, où on veut faire du hunting, mais c'est pas forcément intégré par défaut dans notre base de capitalisation. Ça nous permet, par exemple, d'initier des investigations si on voit, je sais pas, des noms de domaine qui résolvent des dispositifs IoT déposés. Plutôt, on peut avoir des heuristiques assez hardcore, du type un nom de domaine déposé chez un registrar qui est assez shady, etc., qui résout bizarrement un routeur en France. On va se dire peut-être que ce routeur est compromis et utilisé en tant que C2, et ça, on peut le faire avec Irma. Donc c'est vraiment tout ce qui est partie track. Et après, on avait,
dans tout cet écosystème, on avait un wiki interne, de quoi réaliser des rapports, etc., etc. Ça, c'était pour la première, on va dire la première itération de cet écosystème. Et ensuite, on allait beaucoup plus loin, c'est-à-dire que au lieu de juste récupérer du renseignement, ce qu'on voulait, c'était en créer. C'est-à-dire que là, on arrive vraiment dans des applications beaucoup plus, on va dire, axées sur des honeypots ou sur des cas vraiment précis où il nous fallait des micro-applications pour des investigations précises qu'on ne pouvait pas poursuivre sans nous-mêmes développer nos outils. On peut parler par exemple d'un projet qu'on n'a jamais publié, je pense, qui nous permet en un claquement de doigts de faire des honeypots sur des adresses IP résidentielles et qui peuvent prendre la forme de routeurs, de dispositifs SCADA, IoT, etc., etc. Et ça nous a donné énormément de pistes d'investigation. Pour vos auditeurs, vous pouvez rechercher PolarEdge, Vicious Trap, il y en a plein. Il y en a plein qui ont servi tant pour l'équipe APT que l'équipe cybercrime. Voilà. Et aujourd'hui, on est plus dans une consolidation un peu de tout cet écosystème grâce à l'IA, c'est-à-dire du code review, essayer de tout mettre à niveau, parce que chacun développait un peu ses applications et ses scripts dans son coin, donc c'était assez hétérogène comme façon de faire. Et là, l'idée, c'est qu'on fasse quelque chose de vraiment homogène, notamment pour maintenir les codes, etc., etc. Très intéressant. De cet écosystème-là, de ce développement-là, j'ai trouvé ça intéressant de voir comment Maltego est utilisé. Moi, dans une ancienne vie, j'utilisais cet outil-là, principalement pour de la visualisation plus que pour du transform, comme vous le faites. Là, la phase, parce que vous êtes un joueur dans un grand écosystème, vous avez rendu certaines choses open source, d'autres non, vous avez diffusé. Quand revient, la collaboration, qui est la première question, et la deuxième, vos décisions de partage public ou avec d'autres chercheurs? Alors, les partages, on a partagé, je pense que ton outil, Charles. Ouais, non, j'ai réfléchi, mais je crois, ouais. Alors pourquoi on partage pas trop? C'est pas forcément lié à de la concurrence entre chercheurs, etc. Parce qu'on sait que tout le monde, que tout le monde fait un peu comme nous. C'est aussi sur de maintenir les outils, les rendre open source nécessite avoir de la doc, des licences, faire vivre un peu le projet, etc., etc. Et on est déjà un peu submergé par beaucoup de choses dans notre équipe, et en plus maintenir certains projets open source, je pense que ce serait assez délicat. On avait sorti des transforms pour Virus Total, il fut un temps également, et aujourd'hui on essaie de se passer de Maltego, notamment parce qu'il y a des solutions open source qui voient le jour, beaucoup plus intéressantes, notamment sur de l'investigation en collaboration, notamment une solution qui a été créée par un Français qui s'appelle FlowSynth. Et l'idée, c'est un Maltego-like, et l'idée, c'est de porter tout ce qu'on avait fait sur Maltego sur FlowSynth, pour avoir toujours cette interface unifiée d'accès à tous les services à partir d'une seule et même interface. Ça, c'est vraiment ce qui rentre un peu dans l'ergonomie des analystes, etc. Le but, c'est de pouvoir accéder en un minimum de temps à la donnée. Et Maltego remplissait très bien ça, et là on essaie de passer cette fois-ci sur une solution open source qui s'appelle FlowSynth. Très intéressant. Et l'autre phase, la collaboration entre différentes équipes de chercheurs, parce que j'imagine que vous n'êtes pas juste Sequoia, vous devez parler et donc collaborer avec d'autres équipes de d'autres sociétés qui font ce genre de choses-là. Comment ça se matérialise dans le tooling plus privé qui n'est pas nécessairement rendu public? Tu veux répondre? Je me trompe peut-être, mais c'est assez limité là en termes de tooling, hein. C'est surtout des échanges de rapports, des messageries, sur des messageries un peu privées, voilà, on va échanger des rapports, mais sinon en termes de tooling, ça reste assez limité, hein, je crois. On va de temps en temps pouvoir se partager des règles IARA pour détecter des samples ou voilà, des petites heuristiques comme ça. Mais sinon en termes de tooling, je crois pas, moi j'ai pas de choses en tête qui me viennent. Ce qu'on essaie de partager, c'est des concepts. Des fois, on a des idées. On est en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et on cherche vraiment les bonnes idées. Et c'est ces idées
souvent qu'on va partager. Typiquement, on invente une application qui permet de clusteriser de l'infrastructure très aisément. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aller sur Censys ou Shodan, on scanne des AS et ça nous clusterise automatiquement des infrastructures. Ça, c'est une idée. L'application, on la partage pas et je ne sais pas si on la partagera un jour, mais par contre, l'idée, les slides, etc., en parler dans un cercle restreint, ça, on le fait. Pour dire à nos pairs, à des partenaires, voilà, on a cette application, elle a porté ses fruits sur telle ou telle investigation, le concept, le voici, et n'hésitez pas, voilà, si vous voulez vous-même faire ça. Après, il y a tout un... Il y a eu aussi on a fait des présentations, des conférences vraiment sur l'ergonomie. Alors ça, c'est un sujet qui me tient à cœur, tout ce qui est interface utilisateur, tout ça. C'est vraiment sur l'ergonomie des interfaces utilisateurs, sur voilà, quel est un peu les grands principes de développement d'interface utilisateur pour les analystes. L'idée, c'est que un analyste ne perde pas de temps, accède vite aux données. Et voilà, si on peut lui éviter des copier-coller ou des clics en trop pour accéder à certaines données, voilà. Il y a quelques principes d'ergonomie qu'on connaît sur du design un peu de site internet ou de plateforme SaaS. Mais l'idée, c'est de reprendre ces principes d'ergonomie, mais vraiment en étant centré sur les analystes et leur métier. C'est intéressant, ça, que cet aspect-là, puis Charles, je repense à la même qu'il y a un effort réel de faciliter aussi, c'est pas juste des outils en terminal, tout sale et compliqué, il y a vraiment un effort d'accélération, donc de capacité, donc d'ergonomie du travail des analystes. Je trouve ça intéressant et peut-être contre-intuitif pour quelqu'un qui est en dehors de ce domaine-là. Ouais, c'est ce que je voulais rajouter parce qu'on parle de tooling depuis tout à l'heure, mais voilà, quand on parle de tooling, là, on n'est pas trop sur des outils en ligne de commande avec à chaque fois regarder le manuel pour dire tiens, il y a telle option pour pouvoir faire telle chose, machin. Ça, c'est des choses en fait ce que dit Félix souvent, c'est qu'on va le faire qu'on le fait une fois par mois. À chaque fois, on va oublier et puis on va passer du temps à essayer de comprendre comment faut faire. Et puis en fait, au bout de 2-3 mois, on en aura marre et puis on va oublier, on part en vacances, on revient, on a complètement oublié et puis on va plus jamais utiliser l'outil. L'idée là, vraiment de Félix, souvent, c'est de faire une interface utilisateur. Donc c'est vraiment depuis un navigateur web, on doit pouvoir y accéder, on doit pouvoir faire tous nos outils doivent être accessibles depuis une interface utilisateur. Et c'est vrai que ça, en termes d'utilisation, pour que tout le monde utilise les outils, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est assez important au final. Moi, précédemment, dans une autre entreprise, c'est vrai qu'on avait tout le temps des petits outils qui étaient faits à droite à gauche en ligne de commande, et c'est vrai qu'à la fin, ils finissaient dans un placard, et puis quand la personne partait, changeait de poste, ou voilà, on arrêtait de les utiliser. En fait, ça permet de centraliser tant les dépendances, on va dire, applicatives des outils. Chacun a ses versions un peu, même si Docker existe, etc. Là, ça permet de centraliser. Ça permet aussi de centraliser les mises à jour. On a des pipelines CI/CD qui nous permettent de déployer dès qu'il y a une mise à jour. Ça permet de déployer sur le serveur applicatif où tourne l'outil la nouvelle mise à jour, et donc elle est accessible à tous les analystes. Il y a plein de choses qui ont été pensées. Là, c'est pas nous qui nous occupons d'ailleurs de cette partie. C'est un quatrième analyste qui est plus un peu dans le DevOps, DevSecOps, etc., qui s'occupe de cette partie. Mais voilà, on essaie vraiment d'avoir quelque chose d'assez unifié. Donc un écosystème unifié où c'est vraiment des outils accessibles via des interfaces web avec des sous-domaines, et voilà, on arrive sur chacun des outils en questionnant les sous-domaines, et même si on connaît pas tous nos outils, on a une interface qui les référence tous. On en a discuté encore ce matin, qui est très belle, où voilà, on cherche un outil qui est avec des LLM, on tape LLM et ça nous liste tous les outils qu'on a à notre disposition pour traiter avec des LLM, par exemple. Ouais, l'accessibilité est très importante. C'est quand on ne connaît pas l'ensemble. Et de fond, j'aime bien l'exemple parce qu'on part en vacances, on se rappelle plus de tout. Et c'est un peu de rajouter de l'intelligence de l'analyste dans l'outil. Donc, je fais une espèce de traduction médiocre, mais genre de cuire dans l'outil, le bake-in dans l'outil, toute la connaissance de l'analyste qui l'a utilisé sans qu'on ait à chaque fois à avoir à recomprendre ce qu'il a voulu permettre à travers ces options-là. Je trouve ça fantastique. Puis,
contre-intuitif parce qu'on a tendance à ce genre le mythe de vivre dans un univers, dans une grotte avec nos hoodies, puis de penser qu'on connaît, on fait du kung-fu de ligne de commande non-stop. Quand dans le réel, c'est pas tant utile que ça. Oui, et c'est vraiment... aujourd'hui, les lignes de commande, je les touche encore. J'ai lancé un outil sur Docker, mais c'était peut-être la première fois depuis le début de l'année, là, il y a quelques jours. Et sinon, c'est vrai qu'on utilise quasiment que notre navigateur web. Ça nous permet aussi de nous authentifier, une authentification, etc., etc. C'est vraiment protéger cet écosystème. L'entrée, on va dire, elle est plutôt très protégée. Donc voilà. Et je pensais aussi aux outils, l'ergonomie sur les outils. Ça nous est arrivé aussi de recréer, en fait, de faire des outils qui font des wrappers entre le vrai, genre le service web, je sais pas, Sensis, VirusTotal ou autre, et l'analyste, parce que l'interface originelle de l'outil n'était pas assez ergonomique pour l'analyste sur la présentation de certaines informations. Donc on a recréé, en fait, via les API, on a recréé un peu l'interface de l'outil, des interfaces de recherche ou autres, pour vraiment que l'information vraiment utile à l'analyse soit présentée par défaut, chose que l'outil original, le service web qu'on paye, ne fait pas du tout. Donc on va à ce niveau-là des fois pour gagner du temps. Ouais, mais c'est intéressant, tous ces gains de temps-là qui sont à chercher justement là, cette optimisation-là, puis de voir un peu en arrière du rideau qu'est-ce qui est fait dans votre travail, qui ressemble plus à votre quotidien. Est-ce qu'on a fait un tour global ou il y a d'autres éléments que vous aimeriez partager par rapport à votre tooling? Bah après on peut parler du switch un peu qu'il y a eu ces dernières années avant l'IA et après l'IA. Je pense que c'est intéressant de voir vers où on s'oriente, vers où les interfaces s'orientent en termes de cyber threat intel, que ce soit tant pour les analystes, plutôt pour les producteurs même de threat intelligence, mais aussi pour les clients de ce type de plateforme. Je pense que ça peut être un sujet de discussion intéressant. Oui, absolument, mais c'est ça. Puis est-ce que tu as justement à partager sur cette facette-là de où on s'en va? Dans le fond, c'est un peu une boule de cristal avec comment le AI a changé l'état de la nation. Alors, nous, donc l'IA, on l'utilise pour beaucoup de choses. Donc, on a certains de nos outils qui vont l'utiliser. Par exemple, l'outil de Charles va utiliser de l'intelligence artificielle. Et on utilise aussi de plus en plus l'IA pour le développement de nos outils de type Cursor ou Claude Code. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup. Notamment, ça va nous intéresser sur la mise en œuvre de preuves de concept. En gros, on a une idée, on se dit bon, c'est peut-être la meilleure idée du monde ou elle est juste à frapper au mur et c'est pas intéressant. Et là, l'IA, au lieu avant on passait des jours, voire des semaines à coder une preuve de concept pour des outils complexes et se dire ensuite ça fonctionne ou pas. Là, l'IA nous permet vraiment en quelques heures d'avoir vraiment une preuve de concept qui est solide et qui nous permet de dire ok, on s'engage dans le projet parce que les résultats sont bons ou voilà, c'est une preuve de concept et ça marche pas du tout et donc on abandonne le projet. Ça, c'est un gain qu'on a eu énorme avec l'IA là-dessus. Et dans l'état de l'analyse elle-même, parce que ça c'est le tooling, mais l'usage dans le tool, finalement dans l'outil de l'IA, elle aussi, j'imagine qu'elle a apporté des gains intéressants. Alors là, on a beaucoup parlé de Reverse et de tout ce pipeline qu'on avait qui nous faisait gagner énormément de temps. Chez Sequoia, on a aussi un travail laborieux qui s'appelle la capitalisation. C'est-à-dire qu'on a des rapports d'éditeurs tiers ou autres qui sont publiés en source ouverte. Ce qu'on va tenter, c'est d'ingérer le rapport, de le modéliser donc dans un format qui s'appelle Stix, et ensuite de recontextualiser, d'enrichir ce rapport avec des IOC qu'on va trouver nous-mêmes après l'analyse des différents indicateurs de compromission, donc IOC, présentés par l'éditeur. Et ça, avant, c'était long et fastidieux parce que c'était fait à la main. C'est-à-dire que il fallait créer un objet dans Stix. Typiquement, Stix, c'est sous forme d'objets de liens. Donc, il y a des objets campagne, groupe d'attaquants, etc., etc. Et on devait faire toutes les descriptions, tous les liens, etc., etc., à la main. Ce
Ce que nous apporte l'IA face à ça, c'est une compréhension des fois meilleure que des analystes juniors de certains rapports. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est un pipeline automatique d'ingestion de rapports, de rédaction d'objets ou de proofreading d'objets déjà existants avec des nouvelles informations issues de ce rapport, et la réalisation de liens, etc., etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous permet l'IA, qui aujourd'hui nous semble plutôt abouti. On n'est plus sur des LLM du type plutôt ChatGPT 3 ou autre. Là, on est vraiment sur des LLM qui comprennent bien la technique, qui savent vraiment identifier des hash, des IP, etc. Vraiment le contexte au sein d'un rapport. Et donc, on peut très facilement passer un article de blog post ou un rapport à une IA, et elle nous fait la quasi-totalité, on va dire, de la capitalisation. Évidemment, c'est pas envoyé en direct dans notre plateforme. Il y a une review humaine. Et là où c'est intéressant, c'est que l'analyste final, qui avant perdait beaucoup de temps à tracer ses liens, etc., et il en manquait beaucoup, là c'est l'IA qui le fait, et l'analyste final a beaucoup plus de temps pour gratter et enrichir ses IOC en faisant des micro-investigations. C'est-à-dire que c'est là d'ailleurs où interviennent ces fameux trackers, les règles Yara, etc., où là c'est un travail un peu plus technique, et c'est l'analyste qui va le faire aujourd'hui. On n'a pas encore résolu ça, et on pense pas que ça va être résolu d'ici au moins 1 ou 2 ans, que l'IA trouve le petit détail dans je ne sais pas quel header, etc., qui va nous permettre de créer des trackers d'infrastructure. Là, c'est toujours réservé à l'analyste, cette partie un peu technique. Donc, l'analyste, il arrive plus comme un relecteur d'un travail un peu de junior ou de stagiaire, et va se concentrer sur des tâches beaucoup plus techniques, où là, il lui faut son jus de cerveau pour créer des trackers techniques ou enrichir les IOC existants. Très intéressant. Merci pour ce partage-là. Je vais être au Styx, fait que je vais assister à cette présentation-là. J'ai très hâte. Cette année, j'ai pas raté mon inscription, là, comme j'ai fait dans les années passées, parce que j'ai appris qu'il fallait être rapide sur la gâchette pour s'inscrire au Styx. Apprentissage. Fait que, bref, je vais avoir l'occasion de voir de première main votre présentation à ce sujet-là. Je vous remercie énormément pour ce partage-là. C'est très enrichissant de voir ce qui se passe au côté du rideau, ce qui se passe en arrière, comment vous servez des outils, comment ces outils-là vous améliorent votre travail, et comment justement votre capacité augmente de façon assez importante de ce que j'ai pu constater de ces outils-là. Puis, bref, je trouve ça super intéressant comme partage. Merci à toi pour l'invitation, en tout cas. Merci beaucoup.